Bonjour à tous. J'espère que déjà vous m'entendez bien. On va laisser une petite minute aux retardataires pour se connecter. Si quelqu'un peut me dire dans le chat si le son est correct, ça serait super. Ah, parfait. Merci beaucoup. Bon, on va démarrer. Alors, bonjour à tous. Encore une fois, merci de prendre un peu de temps sur votre pause déjeuner pour assister à ce format Lunch and Learn. Et on l'espère joindre l'utile à l'agréable. Je suis Alexis Noal, responsable entre autres des formations à la prise de parole chez Oxygène et en charge de cette étude. Et aujourd'hui, on voulait vous présenter ces résultats sur une étude qu'on a menée et qui se penche sur la relation entre les journalistes et les porte-paroles d'entreprise. Et on peut dire que c'est une relation qui est à la fois torride et mouvementée. Durant les 20 prochaines minutes qui suivent, je vous propose dans un premier temps de passer bien sûr les résultats de l'étude en revue et de voir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Et puis, dans un deuxième temps, de voir quelles sont quelques-unes des règles à suivre et peut-être quelques pièges qu'on peut éviter pour réussir votre prise de parole médiatique. Et surtout, on va le voir pour essayer de rallumer un peu la flamme avec les journalistes. Et enfin, pour clôturer cette session, je répondrai à vos questions si vous en avez. Vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat à la droite là. Mais je répondrai à tout à la fin. Enfin, j'essaierai de répondre à tout. Et puis d'abord, on va passer un petit mot sur la méthodologie. Alors, on a profité de l'été pour solliciter nos contacts journalistes et entreprises avec deux questionnaires distincts qui étaient conçus pour tenter d'évaluer et d'identifier les ressorts de la relation entre journalistes d'un côté et porte-parole de l'autre. Alors, pourquoi cette idée d'étude ? Pour rien vous cacher, ça nous est venu assez simplement, à force d'accompagner ces deux populations et en gros de les entendre se plaindre l'une de l'autre et l'autre de l'une. Et bien sûr, chacun est totalement persuadé d'avoir raison et d'être un peu maltraité, pas assez considéré par son interlocuteur. Alors on s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'essayer de comprendre ce qui faisait que ce qui est quand même un couple incontournable était au final dans une forme de je t'aime moi non plus, ce que nous avons intitulé l'amour vache, aucune référence à mes racines normandes, mais alors qu'avons-nous découvert? Alors, le premier constat, il est, on va dire, sans appel. L'exercice de l'interview est en lui-même déséquilibré. Comme vous pouvez le voir, on a d'un côté un professionnel dont c'est, on va dire, réellement le métier et qui est donc amené à amener des interviews quotidiennement, voire pour certains plusieurs fois par jour. Et en face, on a une personne dont ce n'est quasiment jamais la mission principale et que l'on a de plus assez souvent désigné de par son rôle, sa fonction dans l'entreprise, sans se poser la question de son appétence ou de sa compétence pour l'exercice. On a donc deux populations qui se retrouvent autour d'un moment d'échange, mais avec un énorme décalage, une disparité entre les niveaux d'attente, entre parfois même les niveaux de compréhension et même d'exigence. Et élément complémentaire, avec des niveaux de stress complètement différents. On a un porte-parole, on l'a dit, qui est occasionnel, donc qui part nécessairement avec un degré de tension plus élevé de par cette nature exceptionnelle de l'exercice, alors que de l'autre côté, on a un journaliste qui en est peut-être à sa troisième interview de la journée et pour qui c'est un autre jour au bureau.
Donc, tout ça, ça joue sur la perception qu'a souvent le porte-parole que le journaliste, il est peut-être pas aussi attentif qu'il l'espérait, ou il lui témoigne pas le bon niveau d'attention. Surtout que ce qu'on va voir maintenant, c'est que le porte-parole rentre dans l'entretien avec des attentes qui ne cadrent pas nécessairement avec les besoins du journaliste. Euh, En effet, et puis on va voir que c'est là où le bas blesse. Les porte-paroles, nous on a été un petit peu scotché par ce niveau de réponse. À 90%, nous ont dit considérer que le rôle du journaliste est, en gros, de simplement prendre ce qu'on lui raconte et d'en faire un bel article à la gloire de l'entreprise. On se doute bien que c'est pas exactement l'objectif du journaliste quand il rentre dans l'entretien. Et il y a même un tiers des porte-paroles qui nous ont confié assez facilement que le journaliste, ouais, c'est bien pratique, c'est quand même la page de pub la moins chère de la place. Là encore, probablement, comme vous pouvez vous en douter, un gros décalage avec ce que le journaliste, lui, peut espérer. Et puis, si ça suffisait pas, rajouter un petit peu dans le mix, on voit qu'il y a presque 20% des porte-paroles qui vont à l'entretien presse un peu comme on va à l'abattoir. C'est pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas nécessairement ce qu'ils ont choisi, on leur a un peu imposé, et on peut comprendre qu'il y a un vrai souci d'alignement entre la planète journaliste et la planète client. Bon, il y a un point positif quand même, c'est que la grande majorité des porte-paroles nous ont confié que le journaliste comprend quand même un peu ce qu'on lui raconte. Donc, on va dire que c'est le point positif. Euh, c'est pas très surprenant dans ces conditions que lorsque on bascule vers les journalistes et qu'on les interroge à leur tour sur leur ressenti, de constater qu'ils sont assez loin de trouver leur compte dans les entretiens qu'ils mènent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le côté marketing publicitaire est très fortement ressenti. Mais quand on va un peu plus loin dans la conversation, ce qui les irrite vraiment au plus haut point, c'est un peu la complexification des rapports avec les porte-paroles qui leur sont proposés au jour le jour. Il y en a beaucoup qui nous disent que leur discours il est stéréotypé, aseptisé, que ça s'est un peu accéléré ces dernières années, que ça devient une succession de poncifs, de récitation des éléments de langage, les fameux, qui ont été un peu mis en lumière par la communication politique. Et puis, ils nous disent en fait qu'ils ont l'impression que le porte-parole, il est biberonné à la communication et qu'il est en fait désireux de tout baliser, de tout sécuriser, ce qui ne laisse plus beaucoup de place pour des échanges qui soient sincères, qui soient transparents. Et pour eux, ça complique énormément leur quotidien. Non seulement ça le complique, mais en plus il y a une forme d'incompréhension parce que ils comprennent pas très bien quelle est pourquoi est-ce qu'il y a cette frilosité. Pourquoi est-ce que cette langue de bois s'est un peu généralisée. Et on a un début d'élément de réponse dans le chiffre qui va suivre, parce que ça va pas leur remonter le moral, mais le chiffre qui est peut-être le plus choquant, ou en tout cas qui nous a le plus heurté, c'est le fait qu'on a quasiment 95% des porte-paroles d'entreprise qui ne considèrent pas ou plus le journaliste comme un tiers de confiance. 95%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on comprend mieux avec cet éclairage la réticence des porte-paroles à se confier et à faire preuve de transparence. Or, on est assez convaincu, et sinon on ne ferait pas ce métier, que la mission première du journaliste, c'est d'être ce filtre qui apporte
un gage, on va dire, d'impartialité qui permet à ces audiences d'avoir un regard indépendant sur le discours des entreprises, en prenant du recul, en vérifiant l'information communiquée, en la remettant dans un contexte marché plus global. Bref, on a quelqu'un qui, généralement, est là pour donner des clés de compréhension du monde qui nous entoure en toute honnêteté. C'est justement le fait qu'il ne va pas reprendre in extenso et texto les propos qui lui sont rapportés qui devrait faire du journaliste un tiers de confiance. C'est vraiment un ressenti qui est un des gros points noirs de la relation. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, hein, comme je le disais, à les poser dans le chat qui est à droite. Donc ce ressenti des porte-paroles a un impact, mais il y en a un autre qui a aussi retenu notre attention, c'est que même si ça nous a pas nécessairement surpris, on a vu à travers notre étude que la grande majorité des porte-paroles ils montent un peu au créneau la fleur au fusil sans avoir été préparés, sans avoir été ce qu'on appelle média traîné, formé à la prise de parole en face de journalistes. Alors pourquoi est-ce que d'un côté ça nous surprend pas trop? C'est que c'est ce qu'on vit un peu au quotidien et encore on a la chance d'avoir des clients qui sont par définition des sociétés qui ont pris le parti de structurer leur communication. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que il y a moins de 9% des porte-paroles non formés qui envisagent de passer à la moulinette pour tenter de s'améliorer. Et ça, c'est vrai que c'est le côté un petit peu plus surprenant. C'est-à-dire que soit ils sont très très bons naturellement, ce qui peut arriver, soit ils manquent peut-être un petit peu de recul sur la qualité de leurs prestations et surtout sur l'objectif de la prestation. C'est-à-dire que il y a un moment où ils y vont assez certains de leur fait sans nécessairement avoir pris le temps de réfléchir à quelle était cette interaction. Or, se former, ça devrait être un prérequis pour toute porte-parole, car, comme on vient de le voir, l'interaction avec le journaliste, c'est pas un exercice comme les autres. Et on voit que l'approche retenue par beaucoup de porte-parole, se cacher derrière des éléments de langage préfabriqués, ça ne convient pas aux journalistes et ça ne permet pas d'obtenir la couverture médiatique espérée. Et d'ailleurs, je vois la question de Samuel que je vais aborder juste maintenant. Oui, en effet, on peut se dire, oui, mais si vous êtes trop formé, c'est là qu'on a ce côté un peu en boîte des réponses. Mais la vraie formation consiste à savoir justement dépasser ces éléments. Donc, il y a un moment où la communication peut prendre la main, mais si la personne n'a pas eu le temps ou n'a pas su faire sien les propos qui lui sont attribués, on va se trouver avec un décalage. Bon alors, heureusement, une fois qu'on a vu tout ça, on n'est pas non plus, tout n'est pas perdu. Il y a des solutions qui existent. On voit que l'étude nous montre que nous sommes face à à un couple qui est dysfonctionnel et il est essentiel de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de rétablir une relation qui soit saine, qui soit apaisée et qui soit bénéfique pour les deux parties. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire? Alors on a vu que on a cette notion de méfiance qui s'est instaurée, voire de défiance dans le couple entre journaliste et porte-parole. Quand on dit qu'on a simplement, qu'on voit et qu'on trouve que simplement 5% des porte-paroles pensent que le journaliste est une personne de confiance, et que de l'autre côté, on a 2/3 des journalistes qui voient dans le porte-parole quelqu'un qui va chercher à les enfumer, pour utiliser un terme, il est grand temps de remettre un peu de confiance dans cette relation. Et comme dans tout couple, ça passe par une phase d'écoute, d'introspection, de compréhension des besoins de l'autre et également, vous le savez toutes et tous, des compromis.
Donc, il faut qu'on rétablisse une relation gagnant-gagnant où chacun ressort non seulement enrichi et satisfait, mais surtout avec l'envie d'aller plus loin et de vite se reparler. Je le dis assez souvent, mais on nous demande régulièrement comment est-ce qu'on mesure le succès de relations médias, de relations avec les journalistes. Et bien sûr, on peut se dire d'un côté, bon bah voilà, il y a un volume d'articles qui peut être intéressant de regarder, mais pour nous, souvent, le véritable succès, c'est vraiment le nombre presque d'appels entrants. C'est-à-dire que le journaliste qui va vouloir renouer le contact avec tel ou tel expert chez nos clients. Lorsqu'on a cette envie qui s'est créée, on sait qu'on a été capable de créer un certain désir et pour le faire, oui, en effet, il y a des règles à respecter. La première règle, ou premier conseil, plutôt que de parler de règles, ça peut se résumer en un mot, c'est l'empathie. Lors des formations qu'on fait auprès de nos clients, on met toujours en avant l'accent sur le rapport humain. Pour être très simple. Une interview, c'est encore une fois une rencontre de deux personnes, de deux intérêts, de deux désirs, on peut le formuler comme ça. Le journaliste, il est là pour recueillir les éléments qui vont lui permettre de rédiger son article ou de préparer sa séquence. Le porte-parole, pour accroître l'attractivité de son entreprise à travers son expertise. Et comme dans toute rencontre, il y a un moment, il faut aller vers l'autre. Il faut essayer de le comprendre, il faut détecter ce qui l'anime, quels sont ses ressorts. Et le rôle du porte-parole, ça va être de se mettre à la place du journaliste et ça va être d'identifier quels sont les arguments à sa disposition qui sont les plus susceptibles de faire mouche. Je parlais de relations gagnant-gagnant et on sait que pour plein de raisons liées aussi bien à la crise de la presse qu'à l'évolution des médias en particulier en ligne, les journalistes ont tendance maintenant à privilégier les interlocuteurs qui leur donnent des biscuits, c'est-à-dire tous les éléments qui vont être nécessaires à la réalisation de leur sujet, des chiffres, des études, des anecdotes, des exemples, etc., etc., des gens qui vont être capables de vulgariser, de leur faire comprendre. Et il est crucial de faire évoluer en plus la relation, cette relation de défiance vers une relation de confiance, et donc de savoir faire preuve de quelque chose qui manque parfois dans l'exercice, c'est faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que il faut être capable aussi de savoir parler de ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne pas encore, de reconnaître des erreurs éventuelles, surtout si en plus on a su apprendre et progresser. Bref, d'être dans un discours de vérité qui honnêtement fait cruellement défaut au porte-parole et c'est ce qu'on voit dans le résultat de l'étude. Les journalistes en fait sont toute la journée en face de personnes qui sont les plus beaux, les plus forts, les leaders, etc., etc. Si on veut être capable de mettre en avant tous ces arguments qui vont faire que on va passer de la méfiance vers la confiance, il y a un ingrédient qui est un peu l'ingrédient magique et qui là aussi devrait pas vous surprendre, mais ça s'appelle la préparation. Et pour bien se préparer, il faut avoir les éléments qui vont vous permettre de le faire. C'est-à-dire que, entre autres, avoir un briefing sur le journaliste, sur son média, sur le périmètre du sujet. C'est uniquement une fois que vous êtes armé de ces informations que vous allez pouvoir préparer réellement votre intervention avec des questions qui sont des questions très simples. La première, c'est quelle est ma cible ? Et quand on parle de cible, on est aussi bien sur la cible journaliste, mais également sur le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur final. Donc, à qui est-ce qu'on veut s'adresser ? Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, c'est un peu plus facile de définir le message qu'on a envie de faire passer. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut préparer. On n'y va pas sans savoir pourquoi, sans savoir ce qu'on va raconter. Et puis, lorsqu'on a son message un peu défini, quels sont les éléments de preuve ? On ne doit surtout pas rester dans l'affirmation. Je le disais tout de suite, je suis le leader, les journalistes l'entendent à longueur de journée. Par contre, si vous avez des chiffres de parts de marché, etc., qui viennent soutenir votre discours, là, vous pouvez commencer à mettre en avant votre positionnement.
Et puis, très souvent, et on le voit avec nos interlocuteurs, ils montent au front sans nécessairement savoir exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que pour se préparer, il faut correctement, il faut aussi définir quel est le résultat escompté. Le petit truc qu'on donne lors des formations, c'est typiquement penser au titre rêvé. Quel est le titre dont vous rêvez? Vous allez faire un exercice de communication, vous allez parler à un journaliste, il va, si tout va bien, écrire ou réaliser un sujet. Ben voilà, comment est-ce que vous voulez qu'il le titre? Et ça, c'est d'autant plus facile à faire, à se projeter, si vous avez pris le temps d'aller regarder ce que ce journaliste a pu écrire auparavant, la façon dont il a titré ou dont sa rédaction a titré les articles, le type d'information qu'il a retenu. Ça va vous donner la possibilité ensuite de se dire, ben voilà, si je veux obtenir ce titre, vous faites une construction un peu à l'envers. Voilà les éléments de preuve, voilà les 2 ou 3 éléments que je vais devoir mettre en avant pour qu'ils reprennent ce positionnement ou cet angle que j'ai envie de privilégier. Et puis, le point qui, pour le coup, est celui qui est probablement le moins fait par les porte-paroles, on parlait de relations, on parlait de relations à l'autre, et ben, c'est de se mettre dans les chaussures de votre interlocuteur. C'est de renverser les tables et de se dire, ben voilà, si j'étais le journaliste, quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je vais retirer de cette interaction, de cet échange avec le porte-parole? Qu'est-ce qui va me convaincre? Quels sont les arguments qui vont faire mouche, qui vont être ceux qui sont dans l'angle du dossier que je prépare? Et surtout, qu'est-ce qui risque également éventuellement de me braquer? Voilà, en gros, on démine un petit peu en amont en se disant, voilà, quels sont tous les éléments, qu'est-ce que je vais apporter sur la table, qu'est-ce que je vais apporter à la relation pour qu'elle soit la plus riche possible. Si honnêtement cette préparation est faite, et c'est souvent l'affaire de 15-20 minutes sur le coin d'une table, il y a de grandes chances que non seulement l'entretien se passe bien, mais également que vous ayez pu faire évoluer l'état d'esprit du journaliste de cet état de défiance qu'on a constaté vers une forme sinon de confiance. En tout cas, voilà, il va plutôt avoir tendance à venir vers vous et peut-être à en redemander. Bien sûr, il y a quand même quelques points de vigilance à respecter pour transformer l'essai. Et on a parlé de l'empathie, mais bon, le reste, c'est un peu de la logique, des notions de bienséance. Il y a un point sur lequel on insiste beaucoup qui est d'essayer d'être le plus possible à l'heure. Pour une raison très simple, c'est que ça vous permet de mieux gérer votre stress et aussi de prendre possession du lieu dans lequel va avoir lieu l'entretien. Donc, le jour où on aura à nouveau la possibilité de fréquenter les restaurants, les cafés, lorsque on fait un petit point presse avec un journaliste autour d'un petit déjeuner, ben voilà, savoir où vous allez vous installer, est-ce que la salle est bruyante, etc., etc. Plein d'éléments qui font que vous allez être un peu moins stressé, et puis qui vont vous donner aussi l'occasion d'échanger avec l'agence, avec la personne de la communication qui vous accompagne, pour revoir un peu les messages, revoir un peu quel est l'angle, qui est le journaliste, etc. Concernant ces messages, rappelez-vous vraiment que l'interview, elle est faite dans le cadre d'un sujet qui a un angle. Il ne s'agit jamais de faire l'inventaire de tous vos savoir-faire et vraiment de donner au journaliste les éléments dont lui va avoir besoin pour réaliser son article. On pourra toujours les recontacter pour d'autres sujets. Donc, il faut être concis, il faut être direct. Et comme on l'a vu, ce qui on va dire, empoisonne la vie du journaliste, c'est ces éléments qui sont stéréotypés, qui sont toujours les mêmes, et tous les poncifs qu'on peut leur servir, qui leur permettent pas en fait de rentrer ensuite chez eux ou à la rédaction et de concevoir aisément leur sujet. C'est aussi, on l'a vu, un exercice de conviction. Donc, n'affirmez pas sans preuve. N'utilisez pas, bien sûr, alors on l'a dit, hein, langue de bois, mais mettez-vous au niveau de votre interlocuteur, aussi bien en termes de langage, de technicité, que de compréhension. Il faut vraiment poser des questions pour vous assurer, vous aussi, que tout est bien clair dans la tête de votre interlocuteur. Et puis, n'oubliez surtout pas, et ça c'est peut-être le plus gros warning, que
ce que vous allez dire, c'est véritablement, c'est la parole de l'entreprise. C'est pas le moment de se livrer à des confidences, de faire part de ses états d'âme. Ce que vous allez raconter, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a un triple filtre. C'est est-ce que vous le diriez à votre patron, est-ce que vous le diriez à votre plus proche concurrent, et est-ce que vous le diriez à votre maman ou à votre grand-maman. Si ces trois filtres sont respectés, il y a peu de chances que vous donniez une information qui soit pas susceptible d'être reprise. Car encore une fois, l'objectif, c'est que le journaliste parte de là et fasse un sujet qui aille dans le sens de ce qu'on lui a expliqué, de ce qu'on voulait faire paraître, hein, et mettre en avant au sujet de l'entreprise. Et puis, dernier point, et on aura à peu près respecté le timing, c'est que rappelez-vous que vous êtes dans une relation humaine. Vous êtes avec en face de vous un être qui est en chair et en os, qui, voilà, c'est encore une fois une relation. Et pour que cette relation décolle, ben, il faut y mettre un peu de passion. Il faut montrer que ce que vous racontez, c'est un sujet qui vous tient à cœur, que vous n'êtes pas là parce qu'on vous a forcé la main, que véritablement, si on demande aux journalistes de prendre du temps dans sa journée pour venir vous rencontrer ou vous parler, même si c'est au téléphone, essayez de véhiculer cette passion à la fois dans le ton de voix, dans la gestuelle, et puis dans les contenus, en ayant toujours à cœur de raconter quelque chose d'un petit peu différent aux uns et aux autres, pour qu'ils n'aient pas l'impression que vous faites un exercice qui est en fait répétitif. Et pour ceux qui regardent de temps en temps des montages faits par certaines émissions télé sur le langage des politiques, où on voit que ce sont toujours les mêmes mots qui sont utilisés, quel que soit l'interlocuteur en face, essayons d'être un peu différents, d'être un peu originaux dans l'approche et de ne pas donner exactement les mêmes éléments à tout le monde. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur cette relation très particulière, hein, entre, on l'a vu, le porte-parole d'un côté et le journaliste de l'autre. Nous, notre objectif, c'est bien sûr de faire en sorte que ces deux populations puissent se rapprocher, s'enrichir, reformer ce couple. On est peut-être allé un peu loin dans l'image du couple, mais sans faire de la thérapie de couple, il y a vraiment quelque chose où on s'aperçoit qu'il y a des occasions manquées, des rendez-vous qui ne se passent pas aussi bien qu'ils devraient. Et souvent juste par un simple décalage de perception et une absence de connaissance des besoins des uns et des autres. Et puis nous, l'objectif, c'est que les porte-paroles, puisque c'est avec eux qu'on travaille sur ça, en prennent conscience pour l'intégrer à leur préparation et puissent faire de chaque rencontre avec le journaliste un moment qui leur permet de ressortir non seulement en ayant le sentiment d'avoir fait leur devoir, mais également d'avoir vécu un moment humain qui était riche en termes d'interaction. Je vous laisse quelques secondes si vous avez des questions pour les poser dans le chat. Alors, bonjour, avez-vous aussi des éléments sur les raisons de la défiance des porte-paroles ? Oui, alors on a eu des éléments qui sont assez contradictoires avec ce qu'on a pu voir dans le côté ils comprennent ce que je fais. On a beaucoup de porte-paroles qui nous disent oui, mais de toute façon mes propos n'ont pas été repris in extenso. C'est pas exactement ce que j'avais dit, ou plutôt c'est pas ce que je voulais voir écrire. Et c'est vrai qu'une partie de l'incompréhension vient souvent, comme on l'a dit, le journaliste écrit pas juste sur une entreprise, il écrit sur un marché. Il écrit sur un sujet plus global. Et donc, lorsqu'on arrive avec, on va dire, nos questions, nos réponses à ces questions, on s'inscrit pas dans l'angle de son article. Et très souvent, on a des gens qui nous disent, mais je comprends pas, je vais parler pendant 1 heure. Et je suis même pas cité. Bah oui, mais ça veut dire que ce qu'on lui a dit, c'est la même chose que ce que les autres acteurs ont pu dire sur le marché, par exemple, et que ça a été pris comme les informations de fond. Mais on n'a pas trouvé l'angle qui fait qu'on arrive à surnager. On n'a pas trouvé l'anecdote, la formule qui fait que on arrive à être. Donc c'est souvent déceptif en fait pour
pour le porte-parole, de se dire, ben voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps à préparer ça, c'est pas ce que j'aime faire, on m'a un peu imposé, et puis en plus, quand j'ai fait l'exercice, j'ai pas retiré ce que je voulais. Et c'est là où il y a probablement une certaine forme d'incompréhension dans le métier des uns et des autres. Quelle marche sur les demandes de relecture correctif auprès des journalistes après interview? À bannir. Ah, alors très bonne question. Ce n'est pas à vous de demander la relecture. Pour ça, il y a l'agence ou votre service de communication qui va servir de filtre. On parlait de bienséance dans les erreurs à éviter. Ça fait un peu partie des règles de bienséance en se disant, bah, si on demande à un journaliste, est-ce que je peux vous relire? Ça veut dire, bah, je vous fais pas confiance parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas armé pour comprendre ce que je vous ai raconté. On a des journalistes qui refusent toute relecture par des notions d'éthique et de déontologie. Et puis, on a des journalistes qui vont nous permettre de de relire des citations, par exemple. Parce que la citation, comme elle est vraiment attribuée à une personne et que c'est censé être son verbatim, ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Maintenant, un droit de relecture, c'est absolument pas un droit de réécriture. On a eu parfois des retours assez surprenants de personnes qui avaient réécrit l'intégralité de l'article en disant, ben voilà, ça c'était pas français, ça c'était pas vrai, etc., etc. Non, on a le droit de signaler des erreurs factuelles, mais c'est tout. On rentre pas. Et puis vous vous rendez bien compte que pour quelqu'un qui vit de sa plume, le fait d'avoir la maîtresse d'école qui lui dit qu'en fait il a un zéro pointé, bah, ça va pas le mettre dans une disposition d'esprit par rapport à vous qui va être très positive. Donc on essaye d'éviter ce genre de choses. On passe par l'agence et puis c'est dans un cadre qui est vraiment très, très réglementé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 13h32, on a respecté les 30 minutes. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que vous êtes désormais convaincus que le journaliste et le porte-parole peuvent former un couple phénoménal qui s'enrichit l'un l'autre. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je pense que vous avez encore le temps d'avoir la météo à la fin du 13h. Très bonne journée à tous.